Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans 60 minutes libres. Je m'appelle Mike et pendant 1 heure, nous allons parler de l'association Execo. Je suis ici en studio avec plusieurs autres personnes qui vont se présenter. Alors, nous avons Pablo. Bonjour Pablo. Oui, bonjour Mike. Donc moi je suis Pablo, je suis le président de l'association depuis 3 ans déjà et ça fait plusieurs années que je suis volontaire chez Execo. Et voilà. Alors, à côté de toi, il y a Valentin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Valentin et je fais partie de l'équipe salariée d'Execo. Donc je travaille pour Execo depuis 2017 et plus spécifiquement sur les questions de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Et je coordonne aussi un réseau de professionnels de santé gay-friendly et VIH-friendly qu'on appelle le réseau TTVM. Super. Et dernière personne autour de la table, c'est François. Bonjour à toutes et tous, moi c'est François et alors moi je suis bénévole ou volontaire auprès d'Execo depuis bientôt 2 ans et voilà je travaille en particulier avec Valentin justement sur des actions de dépistage et je participe à différentes activités qui sont menées par l'association. Et donc moi c'est Mike, je suis volontaire depuis un peu plus de 20 ans et également administrateur et secrétaire de l'association. Mais on n'a pas encore parlé de ce que c'était exactement cette association. Donc qu'est-ce que c'est Execo ? Et là je me tourne vers Pablo. Ça, c'est effectivement une chose importante qu'il faudrait peut-être dire. Donc, nous, on est une association qui, à la base, fait la promotion de la santé pour des hommes qui ont de sexe avec d'autres hommes, donc ce qu'on appelle les SH. Et notre mission est plutôt autour de réduire les risques de transmission des infections sexuellement transmissibles et aussi favoriser un bien-être global, que ce soit physique, mental ou social. Donc on fait beaucoup d'activités par rapport à ce sujet et dont on parlera probablement un peu plus tard. Donc on a par exemple... Valentin l'a mentionné, on fait des dépistages pour les infections sexuellement transmissibles, on fait des dépistages rapides, des dépistages aussi médicalisés, mais on fait beaucoup d'autres activités par rapport au médical. Par exemple, on fait des formations pour le personnel médical, on fait aussi d'autres choses comme on a des groupes de parole pour les personnes vivant avec le VIH ou des groupes de parole pour des personnes qui veulent arrêter leur consommation de produits. On a aussi un côté ludique. On a un groupe qui organise des sessions ludiques au théâtre, etc., pour un peu favoriser la socialisation. En fait, on fait beaucoup de choses. Et alors, il y a 2 choses que moi j'ai envie de rajouter qui sont assez importantes, qui font partie de notre ADN. C'est qu'on est une association communautaire, donc de personnes qui sont concernées pour des personnes qui sont concernées. Donc, on travaille vraiment ensemble. Et surtout, on a été créé en 1994, donc ça fait déjà plus de 30 ans que l'association existe. Oui, je pense que cette idée de santé communautaire peut-être est intéressante, peut-être elle n'est pas connue par les gens qui sont en train de nous voir ou de nous écouter. Donc, il s'agit de mettre l'usager comme acteur de sa propre santé. Donc, nous, on est une association de volontaires et on a quelques employés comme Valentin ici, mais en réalité, l'idée, c'est un peu donner la parole aux usagers, parce qu'après tout, il s'agit d'agir nous-mêmes pour nous. Donc, ce n'est pas c'est l'idée que chacun est expert de son propre vécu et de sa propre vie et qu'il est sans doute le mieux placé pour savoir comment intervenir dessus, effectivement. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on ne parle pas aux gens, on parle entre nous. C'est un peu ça. C'est exactement ça, avec pas de position comme ça hiérarchique ou de dire nous on sait, puis on va vous dire comment vous devez faire pour que ça se passe bien. C'est plutôt d'essayer de voir ensemble comment on va faire pour que tout se passe pour le mieux. Et donc pour encore terminer un peu cette présentation, je pense qu'on peut dire que on est une dizaine d'administrateurs. Il y a 5 employés. Et environ, 90 volontaires. C'est toujours un peu compliqué de pouvoir donner un chiffre exact parce qu'on laisse la possibilité aux gens de pouvoir avoir l'implication dont ils ont envie. C'est un peu toujours à la carte. Et donc, voilà, il y a des gens qui viennent, puis qui décident de plus venir parce que ça les arrange pas, puis qui reviennent. Donc, mais on compte qu'en gros, on a 90 volontaires. Et c'est très important puisque c'est évidemment grâce à eux qu'on peut faire toutes les actions, puisqu'évidemment, nos subsides ne nous permettent que de payer que quelques personnes parmi donc cette centaine de personnes en tout qui font vivre l'association
Execo. Oui, et peut-être aussi on peut parler du champ d'action parce que nous, on travaille dans le territoire wallon et à Bruxelles. Donc vous savez que la Belgique est un pays compliqué, moi en tant qu'Espagnol. C'est la Belgique francophone. Oui. Donc voilà, on travaille dans la Belgique francophone. Donc on a des actions, on fait beaucoup d'actions à Bruxelles, mais aussi dans tous les territoires de la Wallonie. Et aussi peut-être préciser qu'effectivement, pourquoi est-ce que, dans nos actions, on cible en particulier les hommes gays et bisexuels, les HSH dont a parlé Pablo. C'est aussi pour avoir une utilisation la plus efficace des moyens qu'on a, puisque, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais les hommes gays et bisexuels sont plus concernés par le VIH et les IST, donc on essaie vraiment d'avoir une action ciblée sur eux, mais sur... tout le monde peut nous contacter, donc on peut toujours répondre au téléphone, on est joignable par WhatsApp, par email, etc. Et donc on répond aux questions de tout le monde. Après, une partie de nos activités vont être vraiment ciblées vers notre communauté, mais on est aussi un espace d'accueil pour tout le monde. Ouais. Et aussi, il faut dire que, toujours dans ce public HSH, on s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire on s'adresse aux jeunes, aussi bien qu'aux seniors ou d'autres types de populations dans le cadre des HSH. Et on en parlera probablement vers la fin ou un peu plus tard, parce que ce problème avec les personnes plus âgées qui vivent avec le VIH depuis longtemps, il y a de nouvelles problématiques qui sont en train de naître pour les personnes vivant avec le VIH ou autres, dans des situations un peu particulières. Peut-être on peut en parler un peu plus tard de ça. Parfait, on va faire, je pense, une première petite pause avant de se retrouver pour faire un peu l'histoire de la création de l'association, de pourquoi elle s'appelle Execo et de découvrir un peu plus la suite. Et nous revoilà dans 60 minutes libres avec l'association Execo dont nous allons découvrir la création, l'histoire et un peu ce qui se cache derrière ce nom. Alors, Pablo, toi que je regarde en premier, je vois que comme président. Oui, ok, je vais parler un peu, pour commencer peut-être, de la création de l'association. Donc l'association a été créée en 1994, donc on a déjà plus de 30 ans, on a un certain âge. Et dans cette année-là, pour le public plus jeune, peut-être il ne se rappelle plus, ou même il n'était pas né, mais c'était en pleine crise du sida. Donc, alors, le but de l'association au début, ça a été créé parce que c'était né d'une urgence de santé publique et d'un besoin de structures spécifiques pour les hommes homosexuels, en principe. En fait, c'est ça, le VIH, il avait déjà plus d'une dizaine d'années. Et il existait des associations de lutte contre le VIH, mais qui étaient grand public. Et effectivement, on s'était rendu compte, les gens qui ont créé Execo à l'époque se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait déjà un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'homophobie, mais en tout cas, il y avait une différence de traitement en sachant que le VIH avait quand même un impact très très fort surtout dans les premières années et encore aujourd'hui, sur donc, ce qu'on appelle les HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et donc c'est comme ça, effectivement, qu'on a créé une partie dissidente d'une association qui existait déjà, qui s'appelle... Oui, et je pense que c'est aussi important de dire, parce que l'association, quelque part, est née d'une colère et d'un besoin de visibilité face au silence politique et social de l'époque. Donc, à l'époque, quand le sida est arrivé, est venu, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt de la part des pouvoirs publics, ni de la Belgique, ni nulle part dans le monde. Et c'est par conséquence de ça, il y a eu beaucoup de morts historiquement. Donc, notre association, pour nous, le militantisme est vraiment à la base de l'association, parce que c'était vraiment un moment de colère, un moment de besoin de visibilité, et c'est un peu ça ce qui a créé. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'on s'appelle Execo. Est-ce que quelqu'un de vous sait pourquoi on s'appelle Execo? Moi, je sais. C'était pour justement pouvoir offrir un accès à la santé qui soit équivalent, donc ex-aequo en latin, pour la population généraliste et pour les hommes gays, les HSH,
d'autre part. Donc c'était vraiment l'idée qu'il y avait une différence de traitement, une différence d'accès à la santé, particulièrement parce que voilà, le VIH au début, c'était surtout pour des publics plus marginalisés, donc c'était des prostituées, des PD, des trans, donc évidemment pas forcément les publics, surtout pas dans les années 80 ou dans les années 90, les publics sur lesquels on avait le plus d'attention et dont on voulait vraiment prendre soin. Et donc c'est vrai que du coup le problème s'était vraiment fort aggravé chez ces personnes-là, et donc c'est de là effectivement qu'est née notre association, et l'évolution l'histoire des droits LGBT et du VIH sont très très fort liés aussi, parce qu'à un moment donné, on était quand même très très fort dans un placard, on était quand même très très fort enfermé, et tout à coup, ce qui nous a permis un peu d'avoir les lumières et d'avoir un peu l'attention du monde entier, c'est tout à coup qu'on mourait par centaines de milliers ou par millions même. Et donc effectivement, à un moment donné, c'est cette sorte quand même de compassion, et donc c'est le fait qu'on était tous en train de mourir qui a fait qu'au final, on a quand même daigné nous donner un peu d'attention et commencer à nous donner nos premiers droits. Et donc c'est vraiment très 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 fort lié. Et c'est vrai qu'au début, Execo, et encore aujourd'hui, a toujours avancé un peu sur les deux choses, et donc a toujours fait du plaidoyer pour en même temps les droits et pour en même temps la santé, parce qu'effectivement, si quelqu'un est marginalisé et dans un coin et n'est jamais regardé, effectivement, c'est compliqué pour lui-même d'avoir une estime de lui et de pouvoir commencer à prendre soin de sa santé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment très important pour Execo au départ. Oui, et il y a peut-être aussi un élément différenciateur tout au début, puis par la suite, on a continué avec, par rapport à la communication. Par exemple, à l'époque, c'était vraiment une période, comme je dis, assez dramatique, où les gens vraiment mouraient, mais Execo a toujours voulu mettre l'accent sur un peu ne pas essayer d'être tellement dramatique, et donc les communications qu'on avait fait à l'époque, c'était un peu l'utilisation d'un ton plus coloré, plus audacieux, parce qu'on voulait vraiment connecter avec notre public cible, et aussi parce qu'on avait une volonté de dédramatiser les sujets de santé, bien sûr sans pas en perdre le sérieux, parce qu'après tout, on est en train de parler de choses sérieuses. Donc à la base, c'est comme ça qu'on a commencé à exister en tant qu'association. Et puis par la suite, effectivement, on a fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est intéressant vraiment d'avoir une vision du moment historique où on est né et pourquoi on est né, parce que ça nous aide aussi à comprendre pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui ici. Oui, c'est vraiment notre ADN, et ça explique aussi les façons qu'on a d'envisager les choses et de faire d'avoir certains plaidoyers, d'avoir certaines campagnes. C'est vrai que ça a un impact encore aujourd'hui, en fait, la façon dont... Et donc c'est vrai que c'est toujours important de revenir là-dessus. Et donc c'est vrai qu'au début, l'association était uniquement... ça s'appelait encore SIDA au départ, parce qu'effectivement c'était une maladie mortelle. On reviendra tout à l'heure, un peu plus tard, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est une maladie mortelle, mais qu'on peut gérer, qu'on peut pas guérir, mais qu'on peut gérer, c'est important. Et puis donc les premières choses qu'on a fait, c'était surtout non seulement informer les gens déjà et pouvoir les accompagner, et puis le seul outil de prévention qui existait à l'époque, c'était le préservatif. Ça, c'était pas compliqué, il n'y avait pas le choix, c'était ça ou rien. Et donc ça, c'était les premières choses qu'a fait l'association. Donc c'était des campagnes de prévention et faire en sorte d'arriver à mettre à disposition des gens des préservatifs. Et c'est important de savoir qu'aujourd'hui, l'usage des préservatifs est fort délaissé, mais que, surtout par les jeunes, mais par tout le monde. Et qu'on veut rappeler, tant qu'on a un peu d'antenne, c'est de dire que c'est un outil qui fonctionne très très bien. Les gens quand c'est arrivé, étaient vraiment... on s'imagine pas à quel point, quand c'est arrivé, les gens étaient tellement contents que ça existe, parce qu'avant, ils avaient rien, ils étaient démunis, c'était impossible de s'en protéger. Donc, c'est-à-dire que soit vous n'aviez pas de sexualité, soit vous aviez une sorte d'épée de Damoclès horrible au-dessus de votre tête, et vous aviez la forte probabilité, en tant qu'HSH, de pouvoir choper le VIH, le sida.
Et pour la plupart des gens, c'était une condamnation à mort. Donc, il faut se rendre compte à quel point les préservatifs, à l'époque, étaient vraiment quelque chose de vraiment un peu miraculeux qui est arrivé dans la main des gens. Et c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, c'est trop délaissé et que les nouvelles contaminations sont malheureusement en hausse depuis quelques années. Donc, c'est vraiment dommage. Oui, peut-être on pourrait parler aussi, parce que c'est vrai, comme Mike dit, que tout au début, le seul outil qu'on avait pour prévenir le VIH, c'était le préservatif. Par chance, aujourd'hui, on compte avec d'autres outils qui sont très importants, et peut-être cela explique aussi quelque part pourquoi est-ce que surtout la population plus jeune préfère ne pas utiliser le préservatif. Par chance, on a d'autres outils, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, comme vous savez probablement, le VIH n'est pas mortel, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une vie complètement normale, dans le sens où il faut juste prendre le médicament chaque jour. L'espérance de vie d'une personne vivant avec le VIH aujourd'hui est équivalente ou même supérieure à une personne séronégative, ne fût-ce que parce qu'ils doivent voir un médecin régulièrement, et donc s'il y a d'autres pathologies, probablement elle va être vue avant qu'une personne qui peut-être ne va pas si souvent chez le médecin. Mais c'est vrai que dans l'historique, au début d'Execo, on travaillait beaucoup avec la prévention par le préservatif, et puis ça a évolué parce que, il y a 3 piliers pour la lutte contre le VIH. L'un serait la partie prévention, l'autre serait la partie dépistage, et la troisième serait le traitement pour les personnes vivant avec le VIH. Ça semble un peu paradoxal de l'affirmation qui dit aujourd'hui on pourrait finir avec le VIH si jamais tout le monde prenait par exemple des préventions, si tout le monde se ferait dépister, c'est-à-dire si au moment où éventuellement il est infecté, on peut commencer le traitement, et par conséquent, cette personne ne va pas transmettre l'infection à ses partenaires sexuels, et si toutes les personnes qui vivent aujourd'hui avec le VIH se traitaient. Mais historiquement, donc au début, on faisait beaucoup de focus sur la prévention, mais il y a aussi d'autres moments importants dans l'historique de chez Execo, comme par exemple la partie dépistage. Donc dans la partie dépistage, on a fait beaucoup de choses, peut-être parce que je sais que Mike, tu étais là à ce moment clé de l'histoire. J'étais déjà là, oui. Tu peux nous expliquer un peu Donc, on s'est tout simplement rendu compte que, et c'est encore le cas aujourd'hui, les gens se faisaient beaucoup trop peu dépister. Et effectivement, si on dépiste pas les gens, donc si on ne sait pas qu'ils sont séropositifs, évidemment, ils continuent à avoir une vie sexuelle et ils peuvent potentiellement infecter d'autres personnes. Donc, si on veut commencer à arrêter la transmission les chaînes de transmission, il faut pouvoir que les gens au moins sachent s'ils ont le VIH ou pas. Et peut-être d'ailleurs qu'on peut faire une toute petite parenthèse. Est-ce que ce ne serait pas le moment, avant qu'on en parle pendant 1 heure, d'expliquer la différence entre le VIH et le sida? C'est une bonne idée. Sûr. Valentin, tu dis oui. Oui, alors aujourd'hui, on va beaucoup plus souvent parler de VIH. Le sida n'a pas disparu en Belgique, mais presque. Le VIH, c'est le nom qu'on donne au virus, et le sida, c'est le nom qu'on donne à la maladie qui va émerger si j'attrape le VIH, que je suis séropositif et que je n'ai pas la possibilité de prendre de médicaments pendant plusieurs années. À un moment, je vais tomber très malade, et c'est ce qu'on appelle le sida. C'est sûrement les images que les gens ont en tête, qui sont les images des années effectivement 80-90. Grâce au traitement qu'on a aujourd'hui, les personnes qui découvrent qu'elles sont séropositives n'atteignent pas ce stade sida et ne tombent pas malades. Donc si je suis une personne qui se sent en bonne santé, qui fait un test de dépistage, et que j'apprends que je suis séropositif, je vais prendre mes médicaments, je ne me sentais pas malade au moment du dépistage, je ne me sentirai pas malade après le résultat, et je ne me sentirai jamais malade du sida, puisque mon traitement va faire en sorte que je reste en bonne santé. Donc on parle beaucoup plus aujourd'hui de personnes vivant avec le VIH que de personnes en stade sida. C'est ça. Et en fait, le sida, c'est quand le virus a tellement fait son travail, il s'est tellement répliqué, et c'est un virus qui attaque le système immunitaire, et en fait, il a tellement attaqué le système immunitaire de la personne
qu'elle est complètement incapable de continuer à se défendre contre n'importe quelle maladie. Et donc, personne ne meurt vraiment du VIH, mais meurt donc de ces maladies opportunes contre lesquelles on ne peut plus se prémunir. C'est de nouveau déjà le moment de faire une petite pause, mais on se retrouve juste après pour la suite de cette petite partie un peu historique et pour parler du dépistage. Nous revoilà dans 60 minutes libres pour parler de l'association Axeco avec Pablo, Valentin et François. On vous avait laissé juste avant en parlant de tests. Et c'est de ça qu'on va continuer à parler maintenant. Et donc effectivement, il y a déjà maintenant quand même un bon nombre d'années, on s'était rendu compte que malheureusement, les gens se faisaient assez peu dépister. Que l'offre de dépistage n'était pas non plus super facile. Et on a essayé de trouver des solutions. Et il existait sur le marché ce qu'on appelle un test rapide. C'est-à-dire que ce sont des tests qu'on peut faire avec une seule goutte de sang, donc sur le bout du doigt avec une petite aiguille. On vient prendre une goutte de sang, quelques produits, et on arrive facilement à obtenir un résultat qu'il faut après confirmer avec un résultat en prise de sang, etc. Mais ça permet aux personnes, voilà, en quelques minutes, 5-6 minutes, d'avoir quand même déjà une assez bonne idée sur le fait qu'il serait ou non infecté par le VIH. Si ce n'est qu'en Belgique, à l'époque, prendre le sang de quelqu'un, même si c'est une goutte sur le bout du doigt, c'était faire de la médecine. Et faire de la médecine, n'importe qui ne peut pas le faire. Il fallait être médecin. Mais nous, on voyait cette urgence, on voyait ces contaminations VIH chaque année qui augmentaient, qui se répliquaient. Et on s'est dit, on doit faire quelque chose. Et donc, on a décidé d'acheter ces tests rapides et de commencer à aller en faire, de proposer aux gens de venir dans nos bureaux pour en faire, mais aussi d'aller dans les soirées pour en faire, d'aller dans les saunas pour en faire. Et c'est un souvenir qui est vraiment gravé dans ma mémoire parce que c'était quand même un peu... c'était pas rien de prendre une décision. J'étais déjà administrateur et donc je me rappelle de ce conseil d'administration où on avait un peu regardé quelles étaient les peines de prison qu'on pouvait faire si on pratiquait effectivement la médecine de manière illégale. Mais on a quand même décidé de voter cela. Et l'histoire intéressante, c'est que ça a très bien marché parce qu'on a fait ça tout à fait correctement, parce que nous sommes des gens sérieux. Qu'on savait quand même que l'ordre des médecins était d'accord avec nous. On avait d'ailleurs un médecin dans notre conseil d'administration. Et puis plus tard, c'est l'INAMI qui a vu ce qu'on faisait, puis qui s'est dit que tout compte fait, effectivement, c'était quand même pas une si mauvaise idée, puis ça coûtait pas cher. Et donc on a fait un projet pilote avec eux, et donc là on risquait plus d'aller en prison, on était tous contents. Et puis au final, il y a une loi, je crois 2 ans plus tard, qui a été votée au Parlement et qui citait Axeco dans le texte de loi comme exemple à suivre. Donc c'est vraiment une belle histoire de savoir qu'on a commencé un peu sous le manteau et en sachant qu'on prenait des risques en tant qu'administrateur, des vrais risques de pratique illégale de la médecine, et puis qu'aujourd'hui en fait c'est une de nos plus grosses actions. Et là comme c'est Valentin qui s'en occupe, je vais peut-être te passer la parole. Donc oui, c'est un de nos projets les plus anciens et qui continue encore aujourd'hui. Donc pour avoir un ordre de grandeur, aujourd'hui à Axeco, on fait un peu plus de 1000 dépistages chaque année à Bruxelles et en Wallonie. Et un de ces axes de dépistage, donc c'est bien le dépistage à résultat immédiat, ce test rapide. C'est vraiment un symbole assez fort aussi d'une communauté qui se prend en charge. Et donc c'est des hommes gays et bisexuels qui en dépistent d'autres. C'est un cadre qui peut être super sécurisant pour les personnes qu'on va dépister. Et puis l'avantage, c'est que c'est vraiment un tout petit dispositif et qu'on peut se déplacer à peu près n'importe où avec. La seule chose dont on a besoin, c'est un espace un peu à l'écart pour pouvoir discuter avec quelqu'un et éventuellement lui annoncer son résultat. Et donc avec ça, on peut aller dans tous les endroits de sociabilité et de rencontres sexuelles entre hommes. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle nous de l'outreach, donc c'est aller vers les personnes directement. Et on espère trouver en particulier des personnes qui n'ont pas l'habitude de se faire dépister, soit qui ne mesurent pas les risques, soit qui ne connaissent pas d'endroit, soit qui ont besoin vraiment d'une confidentialité, d'un anonymat renforcé. Et ça, c'est exactement ce qu'on propose avec nos dépistages. Je dis souvent que le dépistage, c'est vraiment la pierre angulaire de la prévention et que c'est une pratique qui est intéressante à continuer, même si j'ai pas de symptômes. Donc si je me sens en parfaite santé, c'est toujours intéressant de faire un dépistage. Même si j'utilise d'autres moyens de protection, que ce soit le VIH, que ce soit la PrEP dont on parlera tout à l'heure, c'est quand même intéressant de continuer à faire des dépistages, surtout si j'ai des partenaires multiples dans ma vie sexuelle. Et un dépistage,
je conseille à toutes les personnes qui ont envie de faire un test de trouver un endroit qui leur convient bien. Donc un endroit qui convient bien, souvent c'est un endroit qui n'est pas trop dramatique, ou un dépistage, ça va être un moment plutôt agréable, un moment pour prendre soin de soi. Et donc où je ne vais pas me sentir jugé, si possible gratuit, et généralement dans un moment de dépistage, on repart avec plein d'informations. Et donc nous, c'est vraiment la force aussi avec Execo, c'est qu'on prend le temps avec chaque personne qu'on va recevoir de refaire un peu le bilan des pratiques et des moyens de prévention. Et à l'issue d'un test, s'il est négatif, la personne, on essaie qu'elle reparte avec un maximum d'informations pour réduire les risques si jamais il y en avait qui étaient pris dans sa vie sexuelle. Et puis, dans certains cas, on essaie aussi de trouver des personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir. Et donc là, on propose tout un accompagnement pour que ce diagnostic se vive de la manière la plus apaisée possible. Le VIH, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui se vit très souvent de manière solitaire. C'est pas si facile d'en parler à mes parents, à mes amis, à mon entourage. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent les premières semaines et les premiers mois totalement seuls. Et donc, on essaie de pouvoir les accompagner. Donc, on les fait rencontrer d'autres personnes séropositives, on les accompagne dans les services hospitaliers, on leur présente les équipes. On a beaucoup de chance au Belgique. Globalement, les services d'infectiologie sont avec des professionnels très sympathiques. Donc, on essaie vraiment de faire tout suivi avec eux pour qu'ils soient le moins isolés. Et donc, comme je disais, parfois, quand le résultat est négatif, on essaie quand même de faire un accompagnement parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en ordre de mutuelle, il y a des personnes qui ne sont pas en ordre de titre de séjour, et il y a des personnes qui pourraient bénéficier d'autres moyens de prévention, comme la PrEP. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de dire un mot sur ce qu'on appelle la PrEP aujourd'hui. En tout cas, ce qui est hyper important, je pense, dans tout ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, c'est pour la plupart du temps anonyme et gratuit. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée de rendre la chose la plus simple en fait et la plus abordable possible. Donc la question d'argent est déjà évacuée, la question de est-ce que mes parents vont le savoir, vont recevoir un courrier de la mutuelle par la poste, tout ça est évacué. Et le non-jugement, je pense que c'est vraiment hyper important parce qu'il n'y a rien de pire. Les gens souvent ont peur du résultat et donc n'osent pas y aller. Mais si en plus quand on y va, on ne peut pas vraiment dire effectivement quelle est sa sexualité, quelles sont ses pratiques, etc. Si on ne peut pas évaluer un risque, parce que ça fait aussi partie du dépistage, c'est d'évaluer le risque en même temps qu'on fait le dépistage. Et donc savoir qu'on ne va pas être jugé, donc savoir qu'effectivement ici c'est, comme on disait au tout début, communautaire, et que donc c'est quelqu'un qui est ton égal qui va faire le dépistage, ça aide beaucoup de gens. Ça aide vraiment beaucoup de gens et par exemple, moi, je suis toujours étonné de voir, parce qu'on a une petite boîte à dons à la sortie, et il y a des gens qui viennent faire nos dépistages gratuits, non pas parce qu'ils sont gratuits, mais effectivement parce qu'ils sont non jugeants, et qui sont tellement contents qu'à la fin, il est 50 € dans la boîte à dons, alors que s'ils allaient chez leur médecin, ils paieraient la moitié pour un dépistage. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont prêts à payer beaucoup plus pour quelque chose qui est gratuit. Tout ça simplement parce que c'est le cadre autour. Et c'est vrai que l'idée du dépistage, c'était qu'on voyait que les gens n'allaient pas vers le dépistage. Et donc, c'était vraiment de faire aller le dépistage vers les gens. Je pense que c'est important ça, parce que nous, on approche l'action de dépistage plutôt comme un dialogue. Donc, ce n'est pas un acte médical en soi, surtout quand on parle de dépistage rapide, parce que là, c'est vraiment les volontaires qui vont faire ces dépistages. Il s'agit plutôt d'un moment d'échange humain sur la vie sexuelle, où tu peux parler sans honte, tu peux vraiment te sentir dans un endroit où il y a la bienveillance là-dessus, et ça c'est vraiment très important, surtout parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui dans la société malheureusement, les pratiques du sexe des hommes avec des hommes, parfois elles sont un peu stigmatisées. Donc là, et pour nous, l'approche, c'est vraiment une approche du dépistage comme un moment de dialogue et non pas seulement comme un moment pour à la fin obtenir un résultat si c'est positif pour une infection sexuellement transmissible ou pas. Je pense que ça, c'est la valeur. Et je pense que c'est aussi très important le fait qu'on ait des pairs, c'est-à-dire les personnes qui sont en face de toi en train de faire ce dépistage. Ce n'est pas un médecin, c'est vraiment quelqu'un qui est comme toi, qui a vécu probablement les mêmes choses que toi. Et donc, on peut se parler de tu à tu, disons, ouvertement. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très apprécié, effectivement.
Je peux aussi rebondir sur ce que Pablo et Valentin ont dit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette relation de père aidant, on peut facilement aborder, plus facilement donner des informations qu'on donnerait pas si on n'était pas dans ce type de contexte. Et par exemple, on ne parle pas que de VIH. En fait, c'est vrai que là, on parle beaucoup de VIH depuis le début parce que c'est lié à l'ADN et à l'historique de Execo, mais on peut aussi aborder d'autres types d'IST, d'infections sexuellement transmissibles. On parle notamment des hépatites A, B, C. On parle aussi de la syphilis, par exemple, qui sont aussi problématiques d'un point de vue santé individuelle et publique, et puis qui sont curables, ce qui n'est pas le cas du VIH, mais on en parle aussi, et ça permet aussi de donner des informations pour rebondir sur ce que Valentin disait, sur d'autres méthodes. Par exemple, la PrEP, c'est un traitement médical donc, qui est préventif, c'est-à-dire qui peut être pris avant des rencontres ou des rapports sexuels, et qui permet en fait d'empêcher la contamination si on est exposé au virus, donc ici du VIH. Il y a aussi d'autres méthodes comme le TPE, donc le traitement post-exposition, qui là est proposé comme un traitement après une rencontre ou un rapport sexuel, et qui peut être pris là donc pour éviter la contamination, mais après le rapport en tant que tel. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que pour le traitement post-exposition, on peut l'obtenir dans les 72 heures, et c'est hyper important d'arriver le plus tôt possible. Le plus simple, c'est d'aller aux urgences. En plus, c'est ouvert jour et nuit, donc ça vous permet de ne pas perdre. Chaque heure, plus tôt il est pris, plus il est efficace. C'est-à-dire que jusqu'à 72 heures, ce médicament empêche en fait le virus. Quand on est en contact avec le virus, il prend quand même un certain temps avant de véritablement rentrer dans la cellule. Et là, le médicament, en fait, il va mettre des barrières autour de vos cellules. Et donc, si on arrive à mettre les barrières suffisamment tôt, même si le virus est quand même dans votre corps, il n'arrive pas à rentrer dans vos cellules, et au final, il va être évacué par votre corps, et donc vous n'êtes pas infecté. Donc, c'est un médicament qu'on prend pendant 1 mois. C'est pas très connu, mais c'est gratuit. Donc, vous l'obtenez, vous allez aux urgences, vous l'obtenez gratuitement, vous le prenez pendant 1 mois, et vous n'avez pas de séroconversion. C'est hyper important. Et c'est ce que je disais tout au début. Donc, par chance, aujourd'hui, on a plusieurs outils pour prévenir l'infection du VIH. Donc, on ne parle plus seulement du préservatif, mais par exemple, la PrEP, donc le traitement pré-exposition, c'est aussi important. Il y a de plus en plus de personnes en Belgique qui la prennent, et c'est un moyen très efficace de prévention contre le VIH. Et aussi, comme tu disais, il y a aussi le traitement post-exposition. Donc, en matière de prévention, on a une panoplie d'outils qu'on n'avait pas avant, et qui, en principe, devraient permettre que les infections du VIH se réduisent. Malheureusement, probablement, on en parlera un peu plus tard. Ce n'est pas le cas pour des raisons différentes. Mais aujourd'hui, en tout cas, on peut avoir accès à d'autres outils que le préservatif. Il y a encore, par exemple, par rapport à l'accès au traitement pré-exposition, à la PrEP, il y a aussi, particulièrement pour les personnes peut-être qui n'ont pas de mutuelle ou qui sont dans une situation irrégulière, ce n'est pas tellement évident d'y accéder, même s'il y a moyen, mais c'est plus difficile. C'est pour ça que j'invite les personnes qui sont en train de nous voir ou de nous écouter, de nous contacter s'ils veulent avoir des informations sur comment avoir accès à ces outils de prévention, même s'ils sont dans ces situations difficiles, par exemple, ou autre, parce que nous, on peut vraiment accompagner, comme Valentin l'avait dit, tout au long du procès, et donner des avis sur qu'est-ce que c'est mieux pour la personne, comment agir, etc. Donc, c'est important que vous sachiez qu'on est là pour vous. Donc, juste, on n'a pas dit, mais on a un site web qui est execo.be. Là, vous pouvez trouver toutes les informations, y compris les informations de comment nous contacter. Et la PrEP, c'est quand même intéressant de dire que elle existait déjà dans d'autres pays, et ça a commencé aux États-Unis principalement, et puis c'est arrivé en France, et puis la Belgique a décidé, le ministre de la Santé a décidé qu'il fallait quand même faire une enquête pour vérifier si en Belgique ça allait marcher, parce que c'est sûr que si ça fonctionne sur les Français, ça marche différemment sur les Belges. Bon, soit, du coup, on a pris un peu de retard, et puis on était quand même très très contents quand la conférence de presse qui a annoncé la mise sur le commerce
commerce de la PrEP en Belgique s'est fait dans nos bureaux à Execo. Et donc, on était très contents. C'était même un peu une surprise parce qu'on ne savait pas très, très bien qu'ils allaient annoncer ça. Et donc, on avait le cabinet du ministre qui était là et qui l'avait annoncé. On était très contents. C'est déjà de nouveau le moment de faire une mini-pause et de se retrouver ensuite pour parler santé mentale principalement. À tout de suite. Nous revoilà dans la 4e partie de 60 minutes libres qui parle aujourd'hui d'Execo avec Pablo, Valentin et François. On a beaucoup parlé de VIH, mais depuis quelques années, le spectre des activités d'Execo s'est quand même assez bien élargi. Et peut-être qu'on peut profiter de cette petite séquence pour parler un peu de l'évolution d'une association purement VIH à aujourd'hui une association de santé globale. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes? Oui, moi, je peux peut-être parler un peu de ça. Donc, je pense que c'est une évolution logique. À un moment donné, comme on avait expliqué, il y avait vraiment une urgence par rapport au VIH. Donc, les gens mouraient, c'était vraiment le centre d'action. Mais par la suite, avec les nouveaux outils qu'on avait, le nouveau médicament, etc., donc, on a pu élargir le champ d'action. Je pense que tout est né du fait de la compréhension que la santé sexuelle est indissociable de la santé mentale. Donc, il faut aussi dire que notre public, qui sont des homosexuels ou plus largement des hommes qui ont du sexe avec des hommes, subissent plus souvent des problèmes, par exemple, d'estime de soi ou l'impact de l'homophobie, etc. Et tout ça a un impact sur la santé en général. C'est vraiment l'idée de se dire que si les gens n'ont pas l'impression eux-mêmes d'avoir une valeur, ils vont pas commencer effectivement à avoir envie de prendre soin d'eux-mêmes. Et donc c'est vraiment l'idée d'arriver d'abord à remettre effectivement la personne bien dans son corps et dans sa tête pour qu'elle puisse enfin après commencer à prendre soin de sa santé sexuelle et globale. Oui. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça l'évolution naturelle et c'est la raison par laquelle, à un moment donné, Execo a décidé de commencer à travailler plutôt dans la santé globale, très particulièrement la partie de la santé mentale. Et donc maintenant, aujourd'hui, on fait pas mal d'activités aussi par rapport à la santé globale, pas seulement du VIH ou la santé mentale. Très particulièrement. Je ne sais pas si quelqu'un de vous veut un peu spécifier ce qu'on fait dans ces domaines-là. Et quand on parle effectivement de santé globale, c'est surtout important de voir qu'on a quand même un focus très important et on essaie de mettre vraiment sur le devant de la scène le fait que la santé LGBT est vraiment un vrai sujet et que on pourrait croire comme ça rapidement qu'en fait oui mais bon c'est pas parce que tu couches avec des hommes ou toi comme femme tu couches avec des femmes que ta santé est différente, mais en fait si les styles de vie ont un impact sur la santé et l'accès à la santé n'est pas le même. Et puis il y a ce qu'on appelle pour les publics minorisés le stress minoritaire qui se rajoute, qui est une sorte de stress constant en fait que vit une minorité par rapport à la population générale. Et donc tout ça s'additionne pas en fait, se multiplie plutôt les uns les autres, et donc ça crée quand même des problèmes de santé qui sont différents. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui Execo est vraiment avec par exemple déjà 2 conférences internationales européennes sur le sujet, devient vraiment effectivement un leader de ce sujet qui est un vrai sujet qui commence à être étudié d'ailleurs par beaucoup de monde, et donc qui est vraiment un vrai sujet. Donc c'est vrai qu'on est passé uniquement du VIH au départ, et puis très naturellement on a fait de la santé sexuelle parce que tout à coup par exemple les tests rapides, il existait des tests rapides qui faisaient VIH et syphilis. Alors on s'est dit tant qu'à ce que les personnes soient là, autant leur proposer de faire les deux. C'est l'occasion et donc au final on a fait ça, et puis on a étoffé au fur et à mesure, et donc et puis il y a eu ce moment où la Terre a arrêté de tourner. Il y a eu le Covid-19 qui a flanqué une grosse claque à tout le monde en fait, et qui a vraiment rebattu les cartes.
Et là, on s'est vraiment rendu compte, même si on le savait déjà, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème d'isolement, par exemple, des personnes LGBTIA+. Et puis, ça a surtout aussi... les gens ont toujours consommé de la drogue depuis la nuit des temps. Les gens et les animaux, d'ailleurs, consomment de la drogue également. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait, en cette période où les gens n'avaient plus tellement de sens, parce que leur travail était arrêté, parce qu'ils n'avaient plus d'amis, parce qu'ils n'avaient plus de famille, parce que tout le monde était enfermé avec son chat et ses plantes vertes dans son appartement, pour ceux qui ont des chats et des plantes vertes et un appartement. Et donc, ça a eu un impact immense sur la santé mentale des gens, et ça a très, très fortement eu un impact et amplifié un phénomène qui est l'usage des produits psychoactifs, et en particulier en contexte sexuel. Et donc Execo a décidé de s'en occuper parce que justement, ce fait d'être communautaire, c'est aussi de se dire qu'on peut réagir à ce que vit notre communauté. Donc là, on a vu qu'il y avait un impact fort sur notre communauté, et donc on a commencé à travailler tout ça. Et donc, on a travaillé sur la santé mentale et sur la réduction des risques à l'usage de drogue, toujours dans un contexte non jugeant. Notre idée n'est pas de dire aux gens la drogue c'est mal, mais c'est plutôt de voir, ok, tu prends la drogue, peut-être ça se passe bien pour toi, peut-être ça se passe mal pour toi. Si ça se passe mal, comment est-ce qu'on peut t'aider ? Si ça se passe bien pour toi, comment est-ce que tu peux faire pour le faire à moindre risque et pour garder quand même des alarmes qui puissent se déclencher quand tout à coup ça commence à aller mal. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'on fait depuis quelques années. C'est vrai que la politique des drogues en Belgique est très très mal gérée, hein. Comme dans la plupart des pays, malheureusement, c'est le ministre de la Justice qui s'occupe de la politique des drogues et non pas le ministre de la Santé. Et donc effectivement, on met des gens en prison, on met des amendes aux gens, on arrête des gens, on prend leur téléphone, mais je vois pas en quoi, effectivement, en tout cas Execo ne pense pas que c'est comme ça. Et il y a des pays à l'étranger d'ailleurs qui le prouvent, ça n'est pas comme ça qu'on peut gérer, qu'on peut avoir un impact positif sur la santé des gens. Et donc nous, à Execo, on a décidé de faire autrement. Et parce qu'on pense que c'est la bonne façon, et qu'il y a d'ailleurs plein de on cite souvent le Portugal, mais c'est vraiment pas le seul pays à avoir des approches qui sont différentes, et où les preuves scientifiques démontrent qu'effectivement, en termes de santé publique, c'est beaucoup plus efficace que de mettre des gens en prison. Oui. Et donc là, par rapport au chemsex, qui est, comme Mike a dit, l'utilisation des produits psychotropiques en contexte sexuel, on fait un accompagnement spécifique, c'est-à-dire on a par exemple des groupes de parole pour des gens qui font du chemsex et qui veulent potentiellement arrêter, ou tout simplement qui veulent partager leur expérience avec d'autres pairs. Et ça, on l'a fait depuis un certain temps. Tous les jeudis soirs. Oui. Et aussi sur notre site web, par exemple, je mentionnais avant, mais on a aussi toute une partie qui d'ailleurs, je pense, a été une des premières en Europe, en tout cas francophone, à être créée, qui donne des pistes pour la réduction des risques, parce que comme Mike disait, nous, on affronte la réalité, on sait qu'il y a des personnes qui utilisent ces produits, et notre objectif, c'est de réduire le risque par rapport, par exemple, au VIH ou aux infections sexuellement transmissibles, mais plus globalement, à réduire les risques pour la santé des personnes qui sont dans ces situations. Cela ne veut pas dire que nous, on ne reconnaît pas que ça a un certain danger d'utiliser ces produits, mais effectivement, dans nos plaidoyers, on n'est pas pour une... Mais on sait que faire le gros doigt et les gros yeux et dire aux gens c'est mal, arrête, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et donc on essaie d'être plus intelligent que ça. Et donc, comme je disais, on sait que des solutions répressives, et ça on peut le voir, je veux dire, c'est un fait objectif, n'a pas donné les résultats, ou n'est pas en train de donner les résultats que l'on espérait. Et donc, notre travail est plutôt focalisé sur les personnes mêmes, sur la santé de la personne, sur la réduction des risques, sur leur santé mentale, etc. Donc, et la politique des drogues en Belgique, c'est 1921.
où on a décidé qu'avant on pouvait prendre de la drogue, c'était pas interdit, puis en 1921 on a décidé que c'était interdit. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a créé, hein, et avant on n'avait pas de problème. Enfin, je pense pas que la Belgique était un pays de junkies avant 1921, et on a décidé que c'était mal. Et puis aujourd'hui, en fait, ça fait tellement longtemps, puisque ça fait plus de 100 ans que cette loi existe, on a l'impression que c'est forcément comme ça qu'on peut gérer le problème. Sauf qu'en fait, ça fait plus de 100 ans qu'on essaie de faire de la répression et qu'on essaie d'interdire ça, et qu'en fait on voit que ça ne marche pas. Et moi j'ai envie toujours de poser la question aux politiques et aux gens et dire Einstein disait que la définition de la folie, c'est d'essayer tout le temps la même chose en espérant obtenir un résultat différent. C'est exactement ça ici. Ça fait plus de 100 ans qu'on se dit on va leur dire non, c'est mal, tu peux pas, en espérant qu'ils vont pas se droguer. Ça ne marche pas et on continue. Et dans quel monde de fou on essaye pendant 100 ans la même chose qui ne fonctionne pas et on ne se dit pas tiens, essayons une fois quelque chose d'autre. Ouais. Effectivement. Mais bon, en tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que, enfin, cette consommation existe, donc il y a des gens qui ont besoin d'aide peut-être, ou qui ont besoin d'un peu leur guider, surtout pour la réduction des risques, etc. Et en plus, la problématique de ces gens-là est souvent aussi liée à la santé mentale. Donc là aussi, nous, chez Execo, on fait pas mal d'actions concernant la santé mentale. On a des psychologues, on peut aussi, parce qu'on a un service, peut-être Valentin, tu peux parler, qui s'appelle TTBM. Et là, c'est de réorientation. Mais dis-nous, qu'est-ce que c'est que TTBM? Donc TTBM, c'est un acronyme qui veut dire très très bon médecin. Et donc c'est un réseau qu'on a créé il y a une dizaine d'années pour en fait faciliter un bouche à oreille qui se faisait déjà depuis longtemps au sein de la communauté. Donc nous, on récupère des contacts de professionnels de santé, y compris de santé mentale, qui nous sont recommandés comme étant particulièrement gay-friendly et VIH-friendly dans leur approche. On contacte ces professionnels et avec leur accord, on les fédère dans un réseau qui nous permet ensuite de les recommander, ces professionnels, à des personnes qui seraient en demande de changer ou de trouver un ou une nouvelle professionnelle à contacter. Donc ça, c'est un projet pour lequel on reçoit aussi des centaines de demandes chaque année. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est formidable. Ça va nous faire un enchaînement sur justement là où je voulais en venir. Ce projet est hyper important parce qu'il a eu un fil conducteur qui nous a amené l'année dernière à pouvoir ouvrir la première maison médicale LGBTIA+ de Belgique. Et donc, on en parlera dans la prochaine séquence parce que c'est déjà le moment de faire une petite pause. À tout de suite. Et nous sommes toujours dans 60 minutes libres pour parler de l'association Execo avec Pablo, Valentin et François. Alors, on s'est quitté juste avant en parlant de la maison Arc-en-Ciel de la santé, première maison médicale LGBTIA+ de Belgique. Et à quel point c'était effectivement la prolongation en fait du projet TTBM dont on parlait juste avant, donc très très bon médecin. Et donc effectivement on s'est rendu compte que les mecs se refilaient eux-mêmes en disant ah attends mais moi j'ai un bon proctologue, moi j'ai un bon dentiste, etc. Ils se refilaient les contacts, donc on a essayé d'institutionnaliser ça en créant cette liste. Et puis quand on a eu ces médecins, il a fallu quand même un peu vérifier s'ils étaient effectivement bien formés, s'ils connaissaient les choses. Et puis donc on a vérifié ça auprès des médecins. Puis c'est devenu un cycle de formation qu'on a donné aux médecins, qui maintenant, je pense, Valentin, tu donnes dans les universités également. Donc voilà, donc ça nous permet maintenant vraiment d'évoluer, de déjà faire en sorte que tous les médecins qui vont sortir seront tous maintenant des TTBM. On n'aura plus besoin d'avoir une liste un jour. Mais en attendant, les études scientifiques prouvent quand même qu'il y a une vraie différence dans l'accès à la santé pour les publics LGBTIA+, par rapport à la population générale, tout simplement, comme on disait tout à l'heure déjà, par rapport à des problèmes de peur, de jugement, etc. Et donc on a créé cette maison médicale où tout le personnel accueillant et soignant est formé à l'accueil de ces populations. Et donc c'est vrai qu'on voit, on est ouvert maintenant depuis tout juste un an,
et on voit qu'on a des personnes qui parfois étaient en décrochage médical depuis parfois plus de 10 ans, qui viennent chez nous et qui reprennent leur santé en main. Et ça, on est vraiment très, très, très contents de ce nouveau projet. Donc, c'est un projet qui se trouve au centre des Grands Carmes, donc rue des Grands Carmes, numéro 20 à Bruxelles. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Nos médecins sont formidables. Et on va un peu parler de volontariat chez Execo. C'est pour ça que tu es là, François. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu avais entendu parler d'Execo, comment tu es arrivé, qu'est-ce que tu as trouvé, à quel point tu es content? Ben oui, bien sûr. Oui, alors pour répondre à ta question, je vais faire un petit saut dans le temps en arrière, justement parce qu'en fait, mon premier contact avec Execo, je l'ai eu non pas en tant que bénévole ou en tant que volontaire, mais en tant que bénéficiaire. Donc j'avais pris rendez-vous justement à Execo, que je connaissais vaguement de loin, parce que les délais en fait d'attente pour un dépistage étaient pas trop longs, ce qui est parfois le cas dans d'autres structures. Et donc là, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Et donc j'avais été à Execo d'abord comme bénéficiaire. J'ai été assez marqué par l'accueil, la qualité de l'accueil que j'ai reçu en fait. Donc la qualité de l'écoute, la qualité aussi de l'information et des réorientations que j'ai reçues. L'absence de jugement moral aussi, on l'a rappelé, mais c'est vrai qu'on le sent assez fort dans les entretiens qui sont menés à Execo. Et puis aussi un cadre chaleureux, accueillant, bienveillant. Et donc c'est tout ça en fait qui m'a beaucoup plu et qui m'a poussé par la suite à frapper la porte comme bénévole. Alors c'était aussi un moment dans ma vie où j'avais envie de consacrer du temps, de l'énergie à quelque chose qui aille un peu au-delà de ma vie privée, ma vie professionnelle ou sociale. Et donc j'avais du temps là à consacrer. J'avais envie aussi de participer à quelque chose, à un projet avec une vraie dimension collective et solidaire. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé chez Execo. Et ce qui est aussi assez agréable chez Execo, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on peut s'y engager un petit peu selon nos disponibilités, selon nos envies. Donc il n'y a pas de pression. On peut trouver sa place, on peut trouver son rythme. Et je pense que ça favorise à long terme l'engagement, puisqu'on peut parfois faire un pas de côté quand on a moins de temps ou d'énergie à consacrer à ça, puis on peut y revenir et la porte est toujours ouverte. Donc c'est ça qui m'a poussé à m'engager. Alors quand j'ai rejoint l'association, j'ai retrouvé ce qui m'avait plu au départ aussi en tant que bénévole, donc une espèce d'équilibre entre de la convivialité et vraiment un accompagnement professionnel, puisque le parcours en fait des bénévoles, il est jalonné, il est très bien organisé, très bien structuré. On reçoit d'abord des formations pour qu'on se sente à l'aise, évidemment, pour qu'on se sente outillé dans les actions qu'on mène. Donc ça me paraît assez important. Il y a des groupes de travail aussi, il y en a plusieurs sur différentes thématiques et on peut rejoindre 1, 2, 3 ou plus de groupes de travail en fonction, encore une fois, de nos affinités, de nos disponibilités. Et il y a des moments de réflexion collective, des moments aussi de mise en situation, pratique qui parfois servent aussi de petits rappels, de refresh, pour qu'on puisse les appliquer dans les actions. Et alors, il y a aussi des moments conviviaux, des moments plus festifs pour créer du lien, comme des drinks, comme des activités culturelles ou des week-ends de mise au vert. Voilà, ça fait partie du panel de tout ce qu'on retrouve chez Execo. Et tout ça, eh bien, c'est assez agréable en tant que bénévole. Et on est aussi, je dois le dire, assez très bien accompagné par l'équipe salariée, qui fait un très bon suivi, je le précise, qui est à l'écoute, qui est présente, sans être non plus trop insistante quand elle a en besoin. Mais donc, encore une fois, un chouette équilibre. Et je le précise aussi, c'est que même si on n'a pas toujours le temps, pas toujours la possibilité, ce qui est aussi possible chez Execo, c'est d'initier, d'avoir des impulsions pour éventuellement créer de nouveaux projets, faire des propositions. Ça, c'est quand même aussi... il y a cet espace-là qui est prévu et c'est assez agréable. Voilà un peu tout ce qui m'a amené à Execo, mais je dois dire que ce qui est assez agréable, et on en a aussi parlé tout à l'heure, et ça rejoint la dimension communautaire, je pense que c'est la notion de la paire aidance, en fait, que j'ai retrouvée donc, en tant que bénéficiaire et que j'essaie de mettre en pratique en tant que volontaire, c'est une notion de paire aidance, donc on peut plus facilement peut-être partager des choses quand on a, ou avoir une relation de confiance quand on a un vécu commun, quand on a des trajectoires, et donc les bénéficiaires vont plus facilement peut-être nous raconter des choses, se confier, et nous, quand on se reconnaît aussi dans leur trajectoire, ça permet, dans certains cas, de sortir d'une position peut-être neutre, un peu distante, voire froide, et d'avoir cette relation de confiance qui est, je pense, importante et qui finalement permet simplement, puisque c'est ça le but à la fin, de faire la meilleure prévention, de donner de meilleurs conseils, voire d'accompagner dans un parcours de soins à notre échelle. Parce que je le précise, moi je fais surtout du dépistage avec Valentin, je fais du TROD, mais je fais aussi des dépistages médicalisés. Alors c'est pas moi le médecin, parce que je suis pas médecin, mais j'accompagne, on est toujours, même avec le médecin, il y a toujours un bénévole
bénévole qui est là. Et donc, ça fait vraiment partie, en fait, de cette relation de père aidance, de cette dynamique communautaire. Il y a le médecin qui va faire la prise de sang, qui va donner certaines informations plus techniques, peut-être, sur le plan médical. Mais il y a toujours un volontaire, un bénéficiaire qui est là. Et c'est vraiment, ça s'inscrit dans cette dynamique communautaire et de père aidance que je trouve vraiment, qui est au cœur de l'association, moi, qui me plaît beaucoup. C'est vraiment pas un cas isolé, effectivement. La plupart, la grande majorité de nos volontaires ont commencé par être des usagers et effectivement ont été, j'imagine, séduits par ce qui était fait par les autres et se sont dit que tiens, peut-être on pouvait le faire nous aussi. Sur le volontariat en général, moi j'aimerais bien, moi ça fait, j'ai commencé, je n'ose pas le dire, mais ça fait un peu plus de 20 ans que je suis volontaire chez Execo. Et pour ceux qui hésitent ou qui se demandent, on le fait pour les autres, mais on le fait aussi pour soi. Et ça, c'est quand même important de savoir que c'est quelque chose qui vous apporte en tant que personne quand même beaucoup aussi. Et donc, c'est pas du pur altruisme. Il faut pas croire que ça n'existe pas vraiment, le pur altruisme. On le fait effectivement. On a la grande chance de pouvoir le faire pour les autres. Mais c'est quelque chose qui vous apporte en tant que personne aussi beaucoup. Et donc c'est vrai que, moi, j'ai commencé il y a 20 ans et puis j'ai plus jamais arrêté. Oui, c'est aussi mon expérience à moi. Moi, ça fait aussi quelques années que je suis volontaire. Tout comme toi, j'ai commencé aussi en tant que bénéficiaire, dans le sens où je me faisais dépister de temps en temps là-bas. Mais ce que tu dis, Mike, c'est vraiment comme ça. Moi, quand on me demande, tu vois, parce que pour finir, c'est vrai que tu fais des choses pour les autres, tu le fais quelque part par altruisme, dans le sens où, ok, peut-être tu veux donner à la société des choses de retour qui t'en donnent à toi, mais c'est aussi vrai qu'il y a un côté égoïste, au moins dans mon cas, parce que moi-même, ça m'aide à me sentir mieux avec moi-même déjà, et aussi j'apprends beaucoup de choses, c'est vraiment très chouette. Donc ne fût-ce que pour le côté aussi social, par exemple, d'être avec des gens qui sont très bien, avec qui tu peux parler, etc., c'est déjà pas mal. Mais moi, je l'ai fait par altruisme, mais aussi par égoïsme, donc les deux choses sont vraies dans mon cas. Et une dernière chose, je pense, sur le bénévolat qui est importante, c'est que chez nous, les volontaires sont effectivement à tous les étages. Et donc, on le disait, Pablo, tu es président, mais tu es un volontaire aussi. Oui. Et donc, c'est un peu le rêve à l'américaine, quoi. On peut arriver comme usager et finir comme président très facilement, en quelques années. Et ça se passe très, 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 très bien. Oui, c'est justement ce qu'on disait de l'approche communautaire. Donc, en réalité, les organes de décision d'Execo sont formés par des volontaires. Donc, c'est nous-mêmes qui décidons qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les grands axes d'action, par exemple, etc., etc. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très joli et aussi probablement une des raisons de notre succès auprès des gens qu'on voit, parce que vraiment, c'est nous-mêmes, on décide par nous-mêmes ce qu'on veut faire. Bien sûr, avec l'aide du personnel donc qui ne sont pas des volontaires, mais qui jouent certainement un rôle très important dans toutes les actions qu'on fait, etc. Mais à la base, c'est une association de volontaires. Donc c'est nous qui décidons nos champs d'action, l'évolution, etc., etc. C'est le conseil d'administration qui va donner les axes principaux, mais il ne le fait pas seul dans un tour d'ivoire. Il le fait, comme tu disais, par exemple, dans un week-end de réflexion. Mais après, c'est vraiment les groupes de travail, effectivement, qui, sur les différentes actions, vont quand même être à la manœuvre et vont pouvoir... Donc, c'est des groupes de volontaires qui se rassemblent et qui décident que telle action va être faite comme ceci ou comme cela. Et donc, vraiment, quand on devient bénévole chez nous, on peut vraiment avoir... on peut choisir. On peut faire partie de ces groupes ou pas, mais si on veut, on peut avoir un impact sur ce qui va être fait et pas seulement faire ce qu'on vous demande de faire. Et donc ça, je pense que c'est assez complet et que c'est assez agréable. Oui, c'est juste. Et on va déjà bientôt se quitter, mais on a encore une petite séquence juste après. On se retrouve après la pause. C'est déjà l'heure de la dernière partie de 60 minutes libres pour parler d'Execo. On va chacun dire un petit mot de la fin. Pablo ?
Oui, moi, si je dois résumer tout, enfin donner un message, ce que je dirais, c'est que vraiment la santé est un droit. Donc, il faut vraiment réaffirmer que l'accès à la prévention et aux soins ne doit jamais être un privilège. Voilà. Moi, mon mot de la fin sera que, on l'a expliqué, on travaille énormément avec des bénévoles. C'est super, mais à un moment donné, on manque d'argent. On manque cruellement d'argent. On peut se payer que 4 employés pour superviser 90 volontaires. C'est tout juste, tout juste. Et donc, appel aux politiques qui nous écoutent. Même si on n'a pas de gouvernement à Bruxelles, on a besoin d'un peu plus d'argent parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que la cure. Et on accepte aussi les dons des personnes privées, si jamais. Moi, mon message de la fin, c'est encourager les personnes sexuellement actives à se faire dépister et à trouver un endroit qui leur convient. Ça peut être Execo, mais ça peut aussi être d'autres lieux. Avec l'association OYES, on a créé le site dépistage.be qui référence énormément de sites de dépistage. Donc voilà, trouvez un endroit qui vous convient et faites-vous dépister plus souvent. Et alors, mon mot de la fin, ce serait d'inviter toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de s'engager dans un projet collectif, solidaire, de façon altruiste, mais aussi pour en apprendre davantage peut-être et de se développer par ailleurs, et bien de nous contacter, de s'engager auprès d'Execo. C'est vraiment une très chouette expérience. Donc, toutes les informations, les liens de contact sont sur execo.be. Et voilà, n'hésitez pas, vous pouvez faire un essai. C'était le mot de la fin de François. Engagez-vous, qui disait. Merci à tous. C'était 60 minutes libres, Execo.